La joue de Jasmine Washington la brûlait encore quand la main du pilote blanc s'écrasa contre son visage, sous les yeux choqués des passagers de première classe. « Connais ta place », grogna-t-il. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'était pas une passagère comme les autres. Elle était la première femme noire chef de la police d'Atlanta, une billionnaire de la tech, et sa vie à lui était sur le point de s'effondrer. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous croyez que la justice doit toujours être rendue, peu importe qui vous êtes ou l'uniforme que vous portez. Maintenant, voyons comment le monde d'un pilote imbu de privilèges s'est effondré plus vite qu'une turbulence à 9000 mètres d'altitude. Jasmine Washington n'était pas née dans le privilège. Bien au contraire. Ayant grandi à Vine City, l'un des quartiers les plus pauvres d'Atlanta, son enfance fut marquée par la lutte et la détermination. Son père, chauffeur de bus municipal, et sa mère, femme de ménage à l'hôpital, cumulaient plusieurs emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Mais, dès son plus jeune âge, Jasmine montra des capacités exceptionnelles. « L'esprit de ma fille fonctionne différemment », déclara sa professeure de CE2 à ses parents lors d'une réunion parents-enseignants. « Elle résout des problèmes d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. » À 12 ans, Jasmine assemblait déjà des ordinateurs à partir de pièces récupérées dans les décharges du quartier. À 14 ans, elle s'était initiée seule au codage et avait créé une application simple pour aider son père à trouver les itinéraires de bus les plus efficaces. Ses dons intellectuels ne pouvaient être enfermés par ses conditions de vie, et ses professeurs de lycée le remarquèrent. Malgré un établissement public sous-financé, ses résultats parfaits au SAT et son incroyable talent pour les mathématiques et l'informatique lui valurent une bourse complète à Georgia Tech, l'une des universités techniques les plus prestigieuses du pays. Mais la transition ne fut pas simple. « Vous devez vous tromper de bâtiment », lui lança un professeur dès le premier jour, pensant qu'elle était perdue. « L'informatique est dans le bâtiment d'un accent grave côté. »« Je suis au bon endroit », répondit Jasmine en présentant son emploi du temps. La gêne du professeur ne fut que la première d'une longue série de situations similaires. Tout au long de ses années universitaires, Jasmine affronta micro-agressions et racisme ouvert. Les groupes d'études étaient soudainement complets quand elle voulait y participer. Des professeurs exprimaient leur surprise devant son excellent travail, comme s'ils n'attendaient que de la médiocrité. Ses camarades masculins lui demandaient si elle avait besoin d'aide pour comprendre des notions de base qu'elle maîtrisait déjà. Rien de tout cela ne l'arrêta. Jasmine sortit major de sa promotion avec une double licence en informatique et en justice criminelle, une combinaison inhabituelle mais prophétique. À 25 ans, avec seulement $10 000 d'économie et une idée brillante, Jasmine fonda Secure, une entreprise de cybersécurité spécialisée dans les systèmes de base de données sécurisés pour les forces de l'ordre. Son innovation fut révolutionnaire, un système qui protégeait les informations sensibles des hackers tout en garantissant transparence et responsabilité dans les actions policières. La technologie doit servir la justice, pas l'entraver, devint la devise de son entreprise. En 5 ans, Secure avait signé des contrats avec les services de police de 20 grandes villes. À 30 ans, l'entreprise s'était internationalisée. À 35 ans, Jasmine devint la plus jeune milliardaire noire de l'histoire américaine, lorsque Secure entra en bourse avec une valorisation de plus de 4 milliards de dollars. Mais sa réussite financière ne l'éloigna jamais de ses racines. Elle créa la Fondation Washington, finançant des programmes STEM dans les quartiers défavorisés d'Atlanta. Elle fit construire un centre communautaire ultramoderne à Vine City, offrant une formation gratuite en technologie. Elle créa des bourses pour les jeunes filles noires intéressées par l'informatique. Ce que le public ignorait, c'est son second rôle. Lorsque la police d'Atlanta traversa une crise de leadership après une série de scandales liés à la brutalité policière et au profilage racial, le maire l'approcha avec une offre sans précédent, devenir chef de la police de la ville tout en restant PDG de Secure. Le département a besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la technologie et la justice, plaida-t-il. Quelqu'un capable de transformer la culture de l'intérieur. Jasmine accepta, mais à une condition, sa double fonction devait rester confidentielle. Elle ne voulait pas de publicité, ni d'éloges. Elle voulait des résultats. Pendant 2 ans, elle réussit à garder secrète son identité de chef de police, tout en mettant en place des réformes qui réduisirent de 40% les plaintes contre les agents et améliorèrent les temps de réponse dans les quartiers minoritaires. Désormais, Jasmine se préparait à son plus grand projet, un voyage à Londres pour finaliser un contrat avec le gouvernement britannique. L'accord prévoyait l'implémentation de la technologie de Secure dans l'ensemble des forces de police du Royaume-Uni,
un contrat de plusieurs milliards de dollars. Elle embarqua sur le vol Atlanta à Londres, vêtue d'un simple jean, d'un chemisier sobre et portant un sac en cuir élégant mais discret. Elle avait volontairement évité sa tenue de femme d'affaires habituelle, espérant voyager sans être reconnue. Après tout, elle ne voyageait pas comme « chef Washington » ce jour-là, mais comme Madame Washington, PDG. Elle ignorait que ce vol allait déclencher sa bataille la plus publique. La confrontation ne prit fin que lorsque l'agent de porte annonça le début de l'embarquement. Maxwell retourna dans le cockpit, bouillonnant de ce qu'il considérait comme de l'insubordination. L'affront final de sa journée arriva quand l'agent de porte l'informa que le départ serait retardé de 15 minutes afin d'attendre un passager VIP encore en cours de contrôle de sécurité. « Nous n'attendons personne », déclara Maxwell. « L'heure de départ, c'est l'heure de départ. » Lorsqu'on lui expliqua que le passager concerné voyageait en première classe et que la compagnie avait expressément autorisé ce léger retard, Maxwell devint encore plus irrité. « Première classe » ricana-t-il. Ce doit être encore un joueur de football ou un rappeur. Le racisme ordinaire de son commentaire ne fut pas relevé par le personnel de porte, qui avait lui aussi appris à éviter la confrontation avec ce capitaine instable. À l'approche de la fin de l'embarquement, Maxwell prit une décision. Plutôt que d'envoyer une hôtesse vérifier la situation, comme le voulait le protocole, il allait lui-même s'occuper de ce VIP qui se croyait assez important pour retarder son vol. Redressant sa casquette de capitaine et ajustant ses galons, Maxwell Reynolds sortit du cockpit, inconscient qu'il s'apprêtait à commettre la plus grave erreur de sa carrière. De son côté, Jasmine Washington se pressait à travers l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, son téléphone collé à l'oreille alors qu'elle discutait avec le maire de la ville. « Je comprends les inquiétudes concernant la nouvelle politique des caméras piétons », disait-elle en se frayant un chemin dans la foule, mais la transparence ne peut pas être négociable. Nous pourrons discuter des détails à mon retour de Londres. Sa réunion avec le maire avait duré plus longtemps que prévu, la faisant arriver en retard à l'aéroport. Malgré son enregistrement prioritaire TSA PreCheck, le passage à la sécurité avait été ralenti par une panne du système. Elle était désormais la dernière passagère à embarquer sur le vol Atlantic Airways 207 à destination de Londres Heathrow. « Madame Washington, nous vous attendions », dit l'agent de porte avec un sourire soulagé. « Ils sont prêts pour vous à bord. » Jasmine le remercia et s'engagea dans la passerelle. Pressée, elle n'avait rien du profil lisse et élégant de la PDG apparaissant dans les magazines économiques, ni du chef de police sévère imposant le respect en uniforme. Ce jour-là, elle portait un jean sombre confortable, un chemisier bleu marine simple et des baskets blanches, une tenue pratique pour les 8 heures de vol à venir. Ses cheveux naturels étaient coiffés en torsade soignée. Elle portait peu de bijoux, de petites boucles en diamant et l'alliance de sa mère suspendue à une chaîne autour du cou. Un seul objet trahissait son statut, un sac en cuir fait main, cadeau du Premier ministre britannique lors d'une conférence sur la cybersécurité. Un sac discret mais d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. En montant dans l'avion, l'hôtesse Esha Johnson l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue à bord, Madame Washington. Permettez-moi de vous accompagner à votre siège en première classe. » Depuis la porte du cockpit, le capitaine Reynolds observait la scène d'un regard méfiant. Il détailla la tenue décontractée de Jasmine, son aisance avec l'hôtesse, et porta immédiatement un jugement. Cette femme n'avait rien à faire en première classe. Pendant qu'Esha aidait Jasmine à ranger son bagage cabine dans le compartiment supérieur, Maxwell s'approcha, ses galons brillant sous l'éclairage de la cabine. « Excusez-moi », dit-il d'une voix empreinte de l'autorité de ses décennies de commandement. « Je crois qu'il y a une confusion. Ceci est la cabine de première classe. » Jasmine leva les yeux, légèrement surprise. « Oui, je sais. Mon siège est le 2A, » répondit-elle en désignant la place côté hublot. Les yeux de Maxwell passèrent de Jasmine à sa carte d'embarquement. « Puis-je voir cela ?» Sans attendre son accord, il lui arracha la carte et l'examina avec une attention exagérée. « Y a-t-il un problème, capitaine ?» demanda Jasmine d'un ton professionnel mais ferme. « Ceci semble être une carte de première classe, » dit Maxwell lentement, comme à un enfant. « Êtes-vous certaine que vous n'avez pas reçu un surclassement par erreur ?» Les passagers alentour se tortillèrent, mal à l'aise. Esha intervint aussitôt. « Capitaine Reynolds, Madame Washington est bien confirmée en première classe. J'ai déjà vérifié sa carte. » Maxwell ignora l'hôtesse, gardant les yeux fixés sur Jasmine. « C'est juste que nous voyons généralement un certain standing en première classe. »
Peut-être étiez-vous censé être en premium économie. L'insinuation raciste était claire pour tous. Le malaise se propagea dans la cabine. Un couple de personnes âgées échangea un regard inquiet. 2 rangées plus loin, un homme d'affaires noir posa son journal, suivant désormais la scène attentivement. « Ma carte d'embarquement est correcte », déclara Jasmine calmement en tendant la main. « Je voudrais la récupérer, s'il vous plaît. » À contre-cœur, Maxwell lui rendit la carte mais resta planté devant elle alors qu'elle s'asseyait. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité également. » Jasmine sortit son permis de conduire de son sac. Maxwell l'examina encore avec une minutie exagérée. « Jasmine Washington », lut-il à haute voix, comme s'il doutait de l'authenticité du nom. « Et qu'est-ce qui vous amène à Londres ?»« Affaire », répondit Jasmine simplement, gardant son calme bien que son pouls s'accélérait. Son expérience dans la police lui permettait de reconnaître les situations en train de dégénérer, et le langage corporel du capitaine sonnait l'alerte. « Quel genre d'affaire ?» insista Maxwell, franchissant toutes les limites. Esha intervint encore une fois. « Capitaine, nous sommes prêts pour le départ. Je peux gérer tout souci passager. »« Je m'en occupe, » répliqua Maxwell sèchement, sans détourner les yeux de Jasmine. Puis, baissant la voix, il se pencha vers elle. « Quelqu'un vous a acheté ce billet, ou bien vous l'avez trouvé ?» L'insinuation raciste résonna lourdement. Plusieurs passagers laissèrent échapper des exclamations. L'entraînement de Jasmine, à la fois PDG et chef de police, l'avait préparée à ce type de moment. Discrètement, elle activa l'enregistrement audio de son téléphone dans son sac. « Capitaine, dit-elle d'une voix posée et assez claire pour que les passagers proches entendent, j'ai acheté mon billet moi-même. Je suis membre Platinum de votre compagnie. J'aimerais maintenant m'installer afin que nous puissions partir. » Son calme et son assurance semblèrent l'exaspérer davantage. Dans le monde de Maxwell, les personnes comme Jasmine, noires, jeunes, femmes devaient montrer de la déférence envers des hommes comme lui. Son sang-froid prenait des airs de défi. « Je ne crois pas que vous ayez votre place ici, » lâcha-t-il, sans plus masquer son mépris. « Je pense que vous devriez rejoindre votre siège en économie. »« Je suis exactement à ma place, » répliqua Jasmine en le fixant dans les yeux. « Et je ne bougerai pas. » Cela se passa en une fraction de seconde. Le visage de Maxwell se crispa sous la colère, sa main s'élança, et le claquement résonna dans la cabine silencieuse. Sa paume s'écrasa contre la joue de Jasmine, faisant violemment tourner sa tête. « Connais ta place », grogna-t-il. Le temps sembla suspendu. Les passagers restèrent figés, choqués. La main d'Esha vola à sa bouche. L'homme d'affaires noir se leva brusquement. Lentement, Jasmine tourna de nouveau son visage vers Maxwell, une marque rouge apparaissant sur sa joue. Elle n'avait pas levé la main pour se défendre. Elle n'en avait pas besoin, son téléphone avait tout enregistré. « Capitaine Reynolds, » dit-elle d'une voix ferme, teintée d'une autorité indiscutable, « je crois que vous venez de commettre la plus grave erreur de votre carrière. » La cabine de première classe explosa dans le chaos dès que la main du capitaine Reynolds toucha le visage de Jasmine Washington. « Oh mon Dieu !» s'écria une femme en 3C, sortant précipitamment son téléphone pour filmer. « Et vous n'avez pas le droit de faire ça !» cria l'homme d'affaires noir. L'hôtesse Esha Johnson se précipita auprès de Jasmine, se plaçant entre elle et le capitaine encore furieux. « Capitaine Reynolds, reculez immédiatement », ordonna-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « C'est totalement inacceptable. » Maxwell sembla d'abord choqué par son propre geste, mais son expression se durcit rapidement dans un mélange de déni et de défi. Elle était en train de perturber l'ordre. « C'est mon avion et j'ai... » « Vous avez agressé un passager », l'interrompit Benjamin Chen, le copilote, qui venait de sortir du cockpit après avoir entendu le vacarme. Son habituel calme réservé avait disparu, remplacé par une incrédulité horrifiée face à ce que son capitaine venait de faire. À présent, plusieurs passagers tenaient leur téléphone en l'air, filmant la scène. La gifle avait été enregistrée sous au moins 3 angles différents, rendant impossible toute contestation ou dénégation. Un agent de sécurité, Marcus Taylor, apparut à l'avant de l'appareil. Il avait été posté à proximité et avait répondu à l'appel d'urgence des hôtesses de l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il rapidement en évaluant la tension de la scène. « Cet homme vient de m'agresser », déclara calmement Jasmine, tenant sa joue.
L'empreinte de la main de Reynolds était clairement visible sur sa peau sombre. « Elle ment », répliqua Reynolds, mais sa voix manquait de conviction. Elle refusait d'obéir aux instructions de l'équipage. Les yeux de l'agent Taylor s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il reconnut Jasmine, bien qu'il conservât son sang-froid professionnel. En tant que membre de la sécurité aéroportuaire d'Atlanta, il faisait partie des rares personnes au courant de la double identité de Jasmine, à la fois PDG et chef de la police. « Capitaine, vous devez quitter cet avion immédiatement », ordonna Taylor fermement. « C'est mon avion. Je suis le commandant de bord. Vous ne pouvez pas me faire sortir. »« Je le peux très certainement », rétorqua Taylor en saisissant sa radio. « Et si vous n'obéissez pas volontairement, d'autres agents seront ici dans 30 secondes. » Pendant cette confrontation, Jasmine resta remarquablement calme. Elle sortit son téléphone et passa un bref appel. « Laurence, c'est Jasmine Washington. Il vient d'y avoir un incident sur mon vol pour Londres. Le capitaine Maxwell Reynolds m'a agressé physiquement devant témoins. Oui, j'enregistre tout. J'aurais besoin que quelqu'un de ton équipe juridique m'attende à la porte d'arrivée. » L'atmosphère de la cabine changea aussitôt. Les passagers comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une passagère ordinaire. Le nom Washington fit tilt chez plusieurs, et des murmures parcoururent l'avion. « C'est la Washington de ce curé? La milliardaire de la tech? Je crois l'avoir vue à la une de Business Weekly. » Le visage de Reynolds pâlit à mesure que les implications lui apparaissaient. Avant qu'il ne puisse répliquer, Lawrence Coleman, vice-président exécutif d'Atlantic Airways, monta précipitamment à bord, rouge d'alarme. « Madame Washington, je vous présente mes plus profondes excuses, » dit-il, ignorant totalement Reynolds. « Ce comportement est absolument inacceptable et ne reflète pas nos valeurs. » Reynolds fut escorté hors de l'avion par la sécurité aéroportuaire, protestant encore mais de moins en moins sûr de lui. Dans le cockpit, Benjamin Chen informait déjà le contrôle aérien du retard et de la nécessité de trouver un nouveau commandant. La première classe s'était divisée. Certains passagers exprimaient leur indignation à voix haute, d'autres restaient figés dans un silence inconfortable, et quelques-uns publiaient déjà les vidéos sur les réseaux sociaux. L'incident devint viral presque instantanément. Les #AirlineAsso et #JusticeForJasmine explosèrent. Pendant ce temps, au siège de la compagnie, une réunion d'urgence fut convoquée. Les vidéos circulaient sur les écrans. Pas d'ambiguïté possible. Reynolds avait agressé une femme noire, passagère légitime de première classe, milliardaire et chef de police. Pire encore, l'enquête interne révéla 6 plaintes précédentes pour comportements discriminatoires, jamais sanctionnées grâce à ces connexions. Quand la vérité éclata totalement que Jasmine Washington n'était pas seulement une passagère, mais la PDG d'un empire technologique et la chef de la police d'Atlanta, le scandale prit une ampleur mondiale. Les excuses officielles d'Atlantic Airways ne suffirent pas à calmer l'opinion publique. Des appels au boycott inondèrent les réseaux, les sponsors menacèrent de se retirer, et les actions de la compagnie chutèrent en bourse. Maxwell Reynolds, autrefois un pilote respecté, fut non seulement renvoyé mais aussi inculpé pour agression et discrimination raciale aggravée. Face à la justice, ces connexions ne purent plus rien pour lui. Quant à Jasmine, elle transforma cet incident en un combat plus vaste. Devant des millions de spectateurs, elle déclara « Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est celle de toutes les personnes qui, chaque jour, subissent des humiliations à cause de leur couleur de peau ou de leur origine. Aujourd'hui, nous exigeons le respect, l'égalité et la justice. » Son discours fit le tour du monde. Ce qui avait commencé comme une gifle humiliante se transforma en une leçon d'histoire, celle d'une femme noire, puissante et digne, qui fit tomber un système de privilèges bien enraciné. Et pour Reynolds, ce fut la fin brutale de sa carrière, mais peut-être le début d'une prise de conscience.